Bonjour à tous et bienvenue à ma session donc sur Benchmark HTTP grandeur nature, où aujourd'hui on va parler de performance et de comment les mesurer un peu et voir ce genre de choses. Donc déjà, je suis très content d'être ici. Merci à Devoxx d'avoir accepté ma proposition 1 an et demi et à Red Hat de pouvoir continuer 1 an et demi après ces événements, m'envoyer ici et parler de ce que j'ai fait. Voilà. Quelques mots à propos de moi, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on a 45 minutes et ça passe vite. Donc moi je m'appelle Julien Viette, je fais du développement open source depuis 2001 et je continue toujours aujourd'hui. Donc j'ai été employé, en ce moment je suis employé par Red Hat et en fait avant j'étais employé par JBoss qui avait été racheté par Red Hat, donc j'ai plus ou moins tout le temps fait la même entreprise. Je viens de Marseille et là-bas je suis Marseille Jug Leader et voilà. Donc allons-y. Donc ça c'est un blog post en fait, c'est un blog post qui est sorti en 2013, fait par une compagnie qui s'appelle Tech Empower. Et dans ce post en fait, ce qu'ils faisaient c'est qu'ils avaient mis en place un benchmark de stack web, donc de différentes, pas que Java en fait, un peu de tout, donc du Ruby, du Java, du Scala j'imagine, du Go, là on peut voir du Node.js aussi. Et la motivation principale de ce benchmark et de ce post, en fait, c'est de dire, voilà, vous allez choisir une stack web pour votre application, et les performances de la stack web ont bien sûr un impact sur la performance globale de votre application. Et donc c'est un des critères que vous allez faire, que vous allez utiliser quand vous allez choisir votre stack web, quand vous avez le choix. Notamment pour des histoires de coûts, par exemple. Si un framework est plus performant, il y a des chances que ça vous coûte moins cher de l'utiliser quand vous allez hoster votre application. Voilà, donc à ce moment-là, en fait, ça c'est le round 1. En fait, ils avaient déjà fait des rounds avant un peu secrets. Et là, c'est le round 1, en fait, et ils ont eux-mêmes fait ce benchmark, ils ont pris plusieurs frameworks, ils les ont comparés dans leurs conditions. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant en fait de savoir par rapport à ça, c'est qu'en fait ce benchmark, dès le début, il était disponible sur GitHub, donc n'importe qui pouvait le forker et à partir de ce moment-là contribuer des nouveaux benchmarks ou améliorer les existants. Voilà. Et donc on voit déjà à cette époque que donc dans le premier, donc là c'est des performances sur le JSON. Donc on voit Netty, Servlet, Vertex, et donc Vertex était déjà dès le début dans ce round. Donc aujourd'hui, alors ça c'est un slide vieux d'il y a 2 ans, mais il est toujours à peu près d'actualité. Donc aujourd'hui, énormément de gens ont contribué plein de frameworks, plein de stacks web. En gros, aujourd'hui, il y a même en fait des stacks web qui existent que pour ce benchmark. C'est-à-dire que des gens ont créé des choses très très optimisées, qui ne sont pas forcément utilisables en vrai parce que c'est pas fait pour, et qui les soumettent pour une raison que j'ignore, peut-être là, ils ont envie d'être de la compétition sûrement. Donc voilà. Et donc c'est dans n'importe quel langage. Aujourd'hui, il y a 6 tests. On va en voir quelques-uns d'entre eux. Les requirements sont assez stricts, donc en fait les prérequis sont listés sur le site web quand vous y allez. Ils vous disent par exemple pour tel benchmark qui accède à la base de données, vous n'avez pas le droit d'utiliser un cache parce que ce qu'on veut mesurer, c'est les performances de la connexion à la base de données fournie par le framework. Les tests se font en physique ou en cloud, et aujourd'hui, depuis 2 ans, il y a un continuous benchmarking qui en fait, dès que vous committez dans le GitHub, c'est pris en compte, et aujourd'hui, je crois que c'est tous les 5 jours, parce qu'il y a beaucoup plus de frameworks qu'avant. Ça met à peu près 5 jours pour s'exécuter, donc tous les 5 jours, il y a un nouveau run qui est fait. Et c'est pratique en fait si vous voulez vous situer ce que vous avez fait, les changements que vous avez fait dans leurs conditions et pas dans vos conditions en fait. Donc, alors comme je ne l'ai pas dit avant, je suis lead du projet Vertex, qui est un projet Eclipse. Donc on ne va pas parler de Vertex aujourd'hui, mais donc c'est bien évidemment ce qui est utilisé dans Tech Empower. Donc toutes les optimisations dont je vais parler sont inhérentes à ce framework, enfin ce toolkit qu'on appelle. Donc je ne sais pas ici qui connaît Vertex. Ah bah c'est pas mal. Et qui l'utilise? Ok, cool.
Donc c'est un ensemble de librairies, c'est pas un serveur prédéfini comme Tomcat ou autre chose. En fait, c'est un ensemble de librairies que vous utilisez pour écrire des applications non bloquantes et réactives dans la JVM. Donc on fournit tout un écosystème pour pouvoir, non seulement, bien sûr, le serveur HTTP de base, mais aussi des connecteurs pour accéder à des bases de données, à Kafka et ce genre de choses. C'est assez populaire, donc voilà, 12 000 étoiles sur GitHub. Vertex se base sur Netty en fait, donc c'est une petite couche légère au-dessus de Netty. Et c'est important parce qu'en fait on va parler un peu de Netty dans les prochains slides et surtout se comparer en termes de performance à Netty. Et voici là vous avez toutes les infos pour le projet. Sur le site on a une super doc et on a aussi j'ai pas mis de slide sur ça, mais on a un livre Vertex in Action chez Manning qui existe, qui est très très bien, qui est un bon didacticiel si vous voulez partir de zéro et aller vers découvrir l'écosystème Vertex. Donc notre histoire commence au round 8. Donc comme je vous ai dit, Vertex était là depuis le round 1 et au round 8, en fait, on voit en 2013 que Vertex était justement avec Netty premier dans un des benchmarks. Je pense que ça c'est le benchmark plaintext. Mais quelques années plus tard, donc 4 ans plus tard, en 2017, il faut savoir que les gens qui à ce moment-là faisaient Vertex, moi j'ai commencé en 2014, donc c'était à peu près à ce moment-là. On n'a pas passé de temps en fait sur ce benchmark et donc en fait les performances de Vertex sont dégradées elles ne sont pas dégradées en fait, elles sont restées à peu près identiques, mais d'autres ont fait des progrès à ce moment-là puisque pendant 4 ans les gens ont optimisé, c'était leur souci de faire ça. Donc on voit à ce moment-là que Vertex il est 15e dans ce benchmark et surtout il est à 27% du plus rapide et Netty lui par exemple est à 63% du plus rapide et donc en fait si on se base sur le fait que Vertex se base sur Netty. On peut utiliser plutôt ici Netty comme baseline, enfin comme ligne de base, et on peut se dire qu'on ne peut pas vraiment être plus rapide que Netty, donc c'est plutôt ça qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, ensuite, ça c'est pour un autre benchmark, donc c'est avec la base de données, on voit dedans c'est mentionné Postgre, et donc là on voit Vertex est quelque part là-dedans, pas très bien, ici 42, 43, ici, voilà. Et sur certains tests, donc là c'est avec MongoDB, on voit que Vertex c'est où, enfin ça a même pas, le benchmark a même pas, ouais, ici, bon c'est pas grave, ah ouais, Vertex Web Mongo, bon on voit que ça n'a pas du tout marché quoi. Et donc nous dans notre communauté à ce moment-là, sur notre mailing list, on a eu des gens qui regardaient ça en fait, nous on regardait plus trop, et donc ils ont des interrogations qui étaient légitimes, et ils se posaient la question de savoir est-ce que Vertex est encore performant, où les perfs sont pas super bonnes, est-ce que Vertex c'est pas super bien avec les bases de données, ou est-ce que le benchmark est pas correct. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va parler de ce qu'on a fait à ce moment-là dans le benchmark et surtout dans Vertex pour pouvoir avoir de meilleures performances et identifier d'où venaient ces problèmes, même si on ne voulait pas forcément les adresser, on devait au moins essayer de comprendre ce qui se passait. Donc avant de commencer, quelques avertissements sur les benchmarks. Donc les benchmarks, ce n'est pas une simulation, donc ce n'est pas une montée de charge comme vous le feriez sur une application, par exemple avec un outil comme Gatling. Là, c'est le principe du benchmark, c'est on a une voiture, on essaie d'aller le plus vite possible et le plus loin possible pour voir comment ça se comporte, et on essaie d'aller le plus rapidement possible. Et donc ça n'a rien à voir avec une simulation, même si les deux sont relatifs aux performances et on utilise des outils similaires. Il faut toujours mesurer, pas essayer de deviner. Donc en fait, quand on fait des changements, on va tout le temps essayer de mesurer, de se référer à une ligne de base pour voir si on a fait des progrès ou pas. Comme j'ai dit, utiliser une baseline, donc il faut définir une ligne de base et ce à quoi vous allez vous comparer, ce qui peut être par exemple dans certains cas pour Vertex, on va se comparer à Netty, ou ça peut être votre point de départ, où vous pensez que les performances ne sont pas bonnes et vous essayez d'améliorer les performances à partir de ce point de départ. Et définir bien sûr des attentes, parce que vous pouvez essayer d'optimiser sans fin, et à un moment donné, il faut s'arrêter et définir ce que vous attendez et puis pas forcément aller plus loin. On va utiliser quelques outils aujourd'hui qu'on a utilisé nous pour comprendre ce qui se passe dans la JVM et au niveau des performances. Donc il y a deux types d'outils. Le premier c'est un profiler. Donc ici je recommande soit vous utilisez perfdtrace qui sont des outils génériques système fournis sur Linux et macOS.
qui eux font des performances globales, mais il y a des manières de l'utiliser avec Java. Où il y a aussi il y a eu des présentations hier qui ont été faites sur Java Mission Control, enfin non, JDK Mission Control et JDK Flight Recorder, qui aujourd'hui sont des outils très puissants et surtout sont libres, enfin vous pouvez les utiliser sans payer, open source. Et aussi Async Profiler en fait, qui est un autre outil en ligne de commande qui lui s'occupe des performances, qui se base sur les mêmes choses que Java Mission Control en fait, enfin surtout que JDK Flight Recorder. Et c'est aussi un outil très puissant en fait, peut-être un peu plus simple à utiliser parce qu'en ligne de commande et plus facile à automatiser. Et donc à partir de ces outils, on va produire des flame graph. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec les flame graph, qui ne comprend rien du tout aux flame graph. Oh ben il n'y en a qu'un ou deux, 3, 4, ouais, c'est cool, hein, parce que si vous comprenez les flame graph, c'est bien déjà. Et sinon, il y a un autre outil qui s'appelle JITwatch qui est intéressant, qui lui va analyser des logs spécifiques de la JVM par rapport à la compilation du bytecode, et donc va nous permettre de comprendre ce qui se passe plutôt que d'analyser un log XML qui fait 10 mégas. Donc commençons avec le benchmark plaintext. Donc ce benchmark en fait il est spécifique, donc déjà c'est un benchmark qui envoie une réponse statique, donc ça envoie toujours Hello World. La seule chose qui est dynamique dans ce benchmark, c'est la date qui doit être envoyée, qui elle n'est pas statique. Mais sinon, tout le reste, c'est juste une string Hello World. La particularité de ce benchmark, c'est qu'il utilise du pipelining HTTP avec un niveau de 16. Donc le pipelining HTTP, on va en parler juste après, c'est ce qui permet dans ce benchmark en fait, de faire que ça consomme plus de CPU. En fait. Donc ce benchmark, le goulot d'étranglement, ça va en général être le CPU. Et ensuite, c'est testé entre 256 et 16 000 connexions simultanées, et on va garder le meilleur de ces résultats. En général, ce n'est pas le résultat à 16 000 qui donne le meilleur résultat, c'est intermédiaire. Là, on a plusieurs types d'optimisation. Donc, le premier, c'est sur le batching en fait, et les flushs. Alors le flush, c'est quand on dit, dans notre cas en tout cas, le flush, ça va être quand on va faire un appel système pour dire on écrit ça sur la socket. Et donc on va voir que dans le cas du plaintext, batcher les flushs, ça a un impact super important. Donc pour décrire ce que c'est que le pipelining, c'est qu'en général, avec HTTP, un client envoie une requête et attend une réponse, et il doit attendre la réponse avant d'envoyer une nouvelle requête. Donc si par exemple le serveur a une latence de 1 seconde, vous ferez au plus, disons que la requête est instantanée, vous ferez au plus le temps d'avoir là par latence je parle aller-retour, vous ferez au plus une requête par seconde avec une connexion. Le pipelining, lui, c'est le fait, alors ça s'utilise dans HTTP et c'est même défini dans HTTP, donc c'est pas vraiment un hack. C'est utilisé aussi dans d'autres cas, par exemple avec Redis. C'est le fait de dire, au lieu d'attendre d'avoir la réponse, j'envoie mes requêtes de toute façon. Là, il y en a 16 qui sont envoyées. Et du coup, en fait, si le serveur ne prend un temps de traitement très minimal, comme dans le cas du Hello World, le serveur, lui, va pouvoir envoyer des réponses à toute vitesse parce qu'il n'accède pas à une base de données. Et donc, ça permet d'augmenter artificiellement la concurrence qui est faite. Et donc, la conséquence, c'est que ça va mettre beaucoup plus de charge CPU sur le serveur HTTP. Voilà. Donc, par défaut, en fait, là, ce que j'appelle défaut de pipelining throughput, c'est le fait que qu'est-ce qui se passe si je flush à chaque itération, en fait. Donc, en fait, mon serveur reçoit 16 requêtes dans un buffer TCP. Et dans le cas de Vertex et de Netty, les 16 requêtes sont petites, et donc, en fait, elles rentrent même dans un seul byte buffer de la JVM, de la JVM. Et donc, il va prendre le premier, il va décoder le premier byte buff, et la première requête, et il va dire j'ai une requête, traite-la. Et à ce moment-là, le Vertex et l'application vont produire une réponse, et cette réponse, elle va être flushée immédiatement en fait. Donc, on va faire directement un call system pour écrire la réponse. Et ensuite, on va lire la deuxième requête, qui était dans la même boucle en fait. Imaginons une boucle qui dit tant qu'il y a, moi, dans ce buffer, tant qu'il y a des bytes que j'ai pas utilisés, je vais les utiliser, je vais les décoder, les décoder en requêtes et les envoyer. Et donc là, en fait, pour chaque lecture réseau qu'on va faire, en fait, on va faire 16 écritures réseau.
Enfin, pas directement écriture réseau, mais 16 appels système qui, eux, ont un coût. En fait, il faut savoir qu'appeler de la JVM au système, c'est pas gratuit. Et donc ça, c'est les performances qu'on a en fait par défaut. Et donc, si on flush immédiatement, effectivement, on reçoit effectivement ces 3 requêtes dans cet exemple, et on envoie 3 réponses les unes après les autres. Et dans le cas où on va batcher les flushs, enfin, je ne sais pas comment on dit batcher en français. C'est pas le... Comment? Regrouper, excusez-moi. Ouais. Regrouper les flushs. On dit flush, on dit comment? Comment? J'ai pas entendu. Ah, d'accord. Bon, je vais continuer à utiliser les mots anglais, c'est plus simple. Hein. Désolé. Là, dans ce cas-là, on va écrire en fait, on va garnir un buffer avec 3 réponses et on va tout écrire d'un coup, en fait. Et donc ça se voit, on peut le voir rapidement au niveau d'un flame graph. Donc là, je vais vous montrer le premier flame graph. Alors, finalement, je les ai pas appelés, j'ai pas appelé 1, 2, 3, je leur ai donné des noms, maintenant je dois reconnaître lequel est le bon. Donc ça, c'est flush per request pipelining. Voilà, celui-là, c'est celui qui est pas très bon. Voilà, donc ça, c'est ce flame graph, donc on va regarder. Ça, c'est le flame graph quand on flush à chaque requête. Donc, on voit que, donc ça, c'est donc mon flame graph, et on voit ici que le write en rouge, donc je peux zoomer même directement avec ça, on voit qu'il prend 46% du temps, en fait. Donc, en fait, mon CPU passe 46% du temps à faire une écriture en fait au niveau Linux dans ce cas-là en appel système parce que c'est comme ça. Et donc si on fait ça, effectivement, on voit qu'on a des performances. Enfin, si on batch pas ces flush, on va avoir des performances qui vont vraiment être moins bonnes par rapport aux autres benchmarks. Et là, c'est quand on flush, mais une seule fois pour les 16. Et là, on voit effectivement que le write, il est beaucoup plus petit. Et il prend 16% à la place. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Et donc on voit effectivement là que au niveau de performance qu'on a obtenu, enfin qu'on a mesuré les deux, en fait, c'est que on voit que quand on fait pipelining 1 en fait, c'est je fais un pipelining mais qu'avec une seule requête. Donc en fait, c'est équivalent à faire du keep alive, tout simplement. Alors, on voit que les performances sont à peu près identiques, voire légèrement moins bonnes. Et on voit que quand on augmente le degré de pipelining, donc 2, 4, 8, on voit que les performances, elles, si on fait des flushs séparés, elles augmentent aussi. On passe de 60 000 à 80 000 requêtes dans le cas de 8. Mais dans le cas où on fait un batching, on voit que les performances sont comme une mesure avec le flush par réponse, au lieu que ce soit par requête. Et la manière dont on fait ça, en fait, c'est assez simple. Comme justement on a lu un buffer avec 16 requêtes dedans, on sait qu'il est là. Au lieu de flusher à chaque réponse, on va dire en fait, il y a une lecture qui est en cours, je sais qu'il y a d'autres choses à lire et à traiter, et donc on va déférer on va retarder le flush et le faire quand on a fini de traiter tous les messages en fait qui avaient lieu d'être. Donc ça, par exemple, ce genre d'optimisation, je ne sais pas si on peut le faire avec des IO bloquantes, parce qu'en IO bloquante, on va plutôt avoir tendance à dire je lis ma requête, j'envoie ma réponse, parce que si je me mets à lire une nouvelle requête mais que c'est bloquant, je ne vais pas avoir l'opportunité de faire un flush sur la réponse, enfin d'écrire la réponse et de la flusher après. Donc ça, je pense ça. Donc deuxième optimisation. Donc là, on va parler du JIT, du Just-in-Time Compiler. Vous connaissez un peu? Là, maintenant, vous êtes un peu... Qui ne connaît pas du tout ça? Oh bah ça va. Oh, vous êtes très fort. Donc je vais quand même en parler brièvement. Donc le JIT, c'est ce qui prend le bytecode. Donc vous prenez vos fichiers source Java, vous les transformez en bytecode, et après le JIT, lui, tout ce qui va être utilisé beaucoup, en fait, ce qu'on appelle sur le chemin chaud, le hot pass, il va le prendre, il va le transformer en code assembleur, en fait, et en fonction du contexte, il va produire un code assembleur qui est plus ou moins optimisé en fonction de comment votre application appelle des méthodes les autres méthodes. Ce qui veut dire que si je prends le même code, le même bytecode et que je l'exécute de manière différente, par exemple je fais 2 requêtes différentes qui iraient sur des parties différentes de mon serveur, il ne va pas
il va pas forcément, enfin, il va jamais en fait produire le même bytecode du tout. Donc dans notre cas, nous, donc là c'est le commit, c'est un commit GitHub. En fait, quand on cherchait justement ces histoires de dégradation, on s'est aperçu que ce petit changement-là avait 3% de pénalité en fait sur les performances. Et si on regarde bien ce code, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est de la gestion d'erreurs. Donc ça rajoute, ça dit si c'est une requête HTTP, on regarde des choses et puis on renvoie une meilleure erreur. C'était un petit bug qu'on avait fixé, je pense. Et donc, la particularité de ce code, en fait, c'est qu'il est jamais... En fait, en vrai, quand on fait le benchmark, ce code n'est jamais appelé parce qu'il n'y a pas d'erreur. L'outil de charge envoie que des requêtes valides. Et donc ça, en fait, c'est lié au JIT, en fait. Et le JIT, donc, comme j'ai dit, c'est ce qui permet de transformer le bytecode en code assembleur. Et il fait plusieurs types d'optimisation. Et une de base, c'est l'inlining de méthode. L'inlining de méthode, c'est facile à comprendre. C'est quand une méthode est appelée souvent, plutôt que de faire un appel, et donc de passer, de mettre les appels, les trucs sur la pile, tout ça, la JVM, enfin le JIT compiler, le compilateur JIT, va prendre la méthode et va dire, bah, tiens, ça, je prends ce code-là et je le mets directement dans ta méthode, dans le code assembleur que je vais produire sans faire un appel en fait. Et il peut le faire ça sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire sur 3 ou 4 niveaux, il peut tout aplatir dans un morceau en fait sans faire d'appel. Et donc ça, ça améliore les performances, mais surtout aussi ça ouvre la porte à d'autres optimisations. C'est-à-dire à partir du moment où on peut inliner, il peut faire d'autres choses comme prendre des champs, de l'objet et les transformer directement dans des variables, ce genre de choses. Donc c'est ça qui est un peu la base sur le JIT en fait. Et donc ça c'était si on reprend le petit morceau de code que je vous ai montré avant, ça c'est la méthode complète où s'est situé ce morceau de code en fait, avant ou après, je ne sais plus. Et donc si on regarde un peu ce que ça fait, la méthode s'appelle processMessage, donc c'est un peu petit, le but c'est pas que vous compreniez, que vous lisiez, mais en fait la méthode s'appelle processMessage, on voit tout en haut. Et ensuite, ça fait une sorte de switch, et ça dit si c'est un objet HTTP, donc ça c'est des objets envoyés par Netty, si c'est un objet content, si c'est à la fin d'une requête, on fait ça, et donc c'est des traitements, c'est juste une sorte de liste, enfin de switch en fait, hein, sauf qu'on le fait sur des instances of et pas sur des types. Et donc pour comprendre ce qui se passe là, on va regarder un nouveau flame graph. Alors ce flame graph là, alors le flame graph d'avant, je ne sais pas avec quoi je l'avais fait, je crois que je l'avais fait avec Async Profiler. Et ce flame graph là, il est un peu différent, on l'a fait avec Perf. Et avec Async Profiler, ça ne donnera pas les mêmes résultats. Donc ça c'était dans Vertex 3.4.2, donc avec le patch, avec le fameux patch que je vous ai montré là, qui rajoute un peu de code. Et donc si on regarde, on zoome en détail, en fait, c'est à partir d'ici que ça fait. Là, on voit la méthode, alors je vais zoomer un peu, du coup, je peux. Voilà. Là, on voit la méthode processMessage dont je vous parlais avant, en fait, qui est ici. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, là, on a Voilà, ça, c'est Netty. À partir de là, on va le prendre comme ça. À partir de là, c'est Vertex, qui fait un petit traitement sur du code avec une méthode execute from IO, un channel read. Donc ça, c'est le truc classique Netty pour ceux qui connaissent. Execute from IO, on va reparler un peu après. Là, on voit qu'il y a du code lambda wraptask, ça c'est du code Vertex qui fait avec des lambdas. Là, c'est la lambda qui s'exécute. Et on voit, en fait, qu'entre ici et ici, en fait, il n'y a pas d'inlining qui se fait. Alors que ici, par exemple, vous voyez, alors je n'ai pas expliqué, c'est vrai qu'il faut que je le dise. Avec Perf, ce qui est sympa, et qu'on n'a pas avec Async Profiler, c'est que les frames en vert, c'est les appels qui ont été faits, et tout ce qui est bleu, c'est ce qui est inliné qui est en dessous, en fait. Donc ça, faut peut-être le dire, c'est super important. Donc quand c'est vert, en fait, moins il y a de vert, mieux c'est, pour les performances. Et donc on voit effectivement que le processMessage, il n'est pas inliné, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avant, en fait, il était inliné. Du coup, on revient à nos moutons de slide. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on s'aperçoit, en fait, c'est que le morceau de code qu'on a rajouté, en fait, l'inlining, la manière dont ça marche, c'est qu'il va prendre des méthodes, il va les mettre dans du code, il va les mettre dans les autres, mais si les méthodes deviennent trop grosses, à un moment donné, il y a des seuils, en fait. Donc il y a deux types de seuils, il y a un seuil sur la taille des méthodes, et aussi un seuil sur la profondeur du nombre d'appels. C'est-à-dire à un moment donné, si on appelle 16 méthodes, il va dire non, mais là je m'arrête, parce qu'il faut bien des limites quelque part. Et donc en fait, rajouter ce petit morceau de code qu'on a rajouté, en fait, a fait passer la taille de la méthode au-dessus
de la condition nécessaire pour que ça soit inliné dans la méthode d'avant. Donc là, ce qu'on a fait simplement, c'est pas très dur. Donc ça, c'est le code, voilà. Ça, je vous montre un peu là ce qu'on fait. Donc la première partie, ça processe les erreurs. Donc c'est un peu ce qu'on a eu avant. Process request et process body. Donc ce qu'on a fait, c'est tout simplement, on a remplacé le process error, vu qu'en général, quand on veut de la performance, c'est ce qu'on n'appelle jamais. Donc on l'a mis dans une méthode différente. Le content, parce qu'en général, on a beaucoup de requêtes qui peuvent être des get. Donc le content, c'est le body, donc ça va être s'il y a des buffers qui sont envoyés, par exemple du chunk encoding, ou le fichier que vous allez traiter, ce genre de choses. On l'a mis dans le content, et par contre, le dernier, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a laissé tel quel, en fait, le dernier. Le dernier, on l'a laissé tel quel, parce qu'en fait, c'est ce qu'il a appelé le plus souvent, et si on aurait pu faire un handle request, et dans ce cas-là, ce qui serait passé, c'est que probablement le JIT l'aurait inliné ça dedans, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va rajouter un niveau de profondeur. Donc là, de manière volontaire, on l'a laissé comme ça pour justement économiser un peu sur la profondeur. Et de toute façon, c'est ce qui va probablement être inliné. Donc on a un peu triché sur ça. Et donc quand on fait ça, si maintenant je regarde le flame graph de Vertex 354, alors j'ai pas dit aujourd'hui on est en Vertex 4, hein, et donc on prend la même chose correspondante. Donc, je reprends mon Fire Channel Read, ce qu'on voyait là. Donc, c'est à peu près la même chose. Et là, on voit en fait, en zoomant, qu'il y a même plus d'inlining qui se fait, mais on voit qu'ici, de là jusqu'ici, en fait, tout est bien inliné, en fait. Vous voyez? Et donc ça, c'est très cool. C'est même inliné jusque dans l'application. Donc, vous voyez, ça, c'est Simple Server Handle. Ça, c'est mon application de test. Il y a même le code de l'application qui a été inliné dans le code de Vertex à ce moment-là. Donc c'est même rigolo, quoi. Ça inline vraiment, ça s'en fout de savoir si c'est votre application ou autre chose, c'est juste du code pour lui. Donc voilà pour ça. Alors le dernier, on va essayer c'est assez évident. Hein, en général, le GC fait un super boulot et vous n'avez pas besoin de trop optimiser. Mais dans le cas d'un benchmark, en fait, ce qu'on a fait, c'est que tout ce qu'on peut économiser, on essaye de l'économiser. Donc là, j'ai un flame graph, mais je ne vais pas le montrer parce que je pense qu'on va manquer de temps. Mais en fait, Async Profiler permet de faire un flame graph qui vous donne les hotspots d'allocation, en fait. Et donc là, ce qu'on s'est aperçu avec ce flame graph, c'est qu'ici, en fait, on alloue un objet à chaque appel. Voilà. Donc en fait, ça ne se voit pas, en fait, mais là, en fait, il y a... Si on regarde ce code, il y a ça c'est une lambda Java, et la particularité de cette lambda, c'est qu'elle utilise l'objet message qui est au-dessus en fait. Et bien entendu, comme c'est le cas en fait, pour que ça marche, il faut que cette lambda soit instanciée à chaque appel de méthode, pour pouvoir garder une référence sur le message qui est au-dessus. Sinon, ça ne marchera pas. Donc ce qu'on a fait, c'est que pour éviter ça, tout simplement, on a rajouté une nouvelle méthode execute from IO où on peut passer un message en paramètre, qui va être le message qu'on a reçu, et on lui donne encore le handler, le consumer de T, donc là. Et ici, en fait, plutôt que de faire ça, on lui passe le message en paramètre, et donc maintenant, le message, on le reçoit en paramètre de la même lambda, en fait. Et donc on ne fait plus d'appel, enfin on ne référence plus l'objet message qui était comme paramètre de la méthode. Et à ce moment-là, on peut même aller plus loin, on peut même dire cette lambda, alors ça on n'est pas obligé de le faire parce que la JVM, elle, ne va plus instancier, mais on peut même transformer cette lambda directement en champ de la méthode, en fait, si on veut, et l'initialiser au départ quand l'objet est initialisé. Donc voilà pour la partie plain text. Donc, ce qu'on a vu, c'est assez simple. C'est différentes optimisations. Une liée aux réseaux, donc minimiser le flush, dans notre cas. Optimiser pour le JIT. Donc là, en général, ça vous intéresse pas trop, parce que, à moins que vous ayez des choses critiques. Et le troisième, c'est effectivement prendre soin du GC, puis tout ce qu'on peut éviter de faire, on ne va pas le faire. Voilà, et donc au round 15, Vertex c'est mieux comporté, et donc là on voit qu'on a quasiment les mêmes performances que Netty, donc ce qui était un peu notre objectif initial. On est intervenu un peu dans la course, on est dans le game comme on dit, comme disent les jeunes. Alors benchmark pour les bases de données, donc maintenant c'est
c'est complètement différent. En fait, là, il y a 5 benchmarks pour la base de données. Alors, un qui est nouveau, qui s'appelle Cached, qu'on n'implémente pas pour l'instant, parce que en fait, voilà, entre le moment où j'ai fait ce talk et puis récemment, en fait, on n'avait plus trop fait de TechEmpower, donc on ne savait même pas qu'il y avait un nouveau benchmark. Donc 5 benchmarks DB, queries, fortunes, updates, cache des queries, 256 connexions et choix de la base de données entre MySQL, Postgre ou Mongo. Et ici, l'astuce, c'est prendre Postgre parce que c'est ce qui est le plus rapide. Donc si vous prenez Mongo, de toute façon, vous serez moins bon que les autres, ou MySQL aussi. Donc, pas perdre le temps là-dessus. Donc au round 14, ce qu'on observe, nous, c'est que JDBC avec Ikari CP, c'est ce qui donnait les meilleures performances. Et Vertex, lui, utilisait à ce moment-là, utilisait un wrapper de JDBC avec un pool de workers. Et en fait, si on réfléchit dans ce benchmark, en fait, blocking, en fait, bloquer et avoir des choses non bloquantes, et c'est globalement vrai pour tout, c'est jamais, en fait, ce benchmark ne favorise pas les choses non bloquantes et réactives comme Vertex, par exemple. Puisque soit on fait 16 000 connexions, mais on fait des réponses synchrones sur Hello World, et quand on fait accès à la base de données, c'est 256 connexions. Donc si j'ai 256 threads dans mon application qui vont bloquer, ça va, avec 256 avec des connexions Postgres, ça ne va jamais être un problème en fait. Donc comment est-ce qu'on a résolu le problème? Donc on s'est focus un peu sur Postgre. Alors les très mauvais résultats qu'on a vus précédemment étaient dus en fait à des erreurs stupides. Par exemple, dans la requête Mongo, on n'avait pas un $ID, donc on n'utilisait pas un index et donc les performances étaient mauvaises. Et puis par exemple dans le benchmark updates, la feinte c'est que ça fait plein d'updates, donc plein de writes que ça envoie, et l'astuce c'est d'envelopper ça dans une transaction pour que ça soit plus performant. Donc on manquait ça. Et donc en travaillant sur Postgres, ce qui s'est passé c'est qu'on a voulu essayer de comprendre pourquoi les performances étaient moins bonnes que JDBC, tout ça. Et donc en fait on est parti sur écrire notre propre client Postgre, donc avec des buts qui s'appelaient à cette époque le Reactive Postgre Client. Donc le but c'était de faire une API simple, qui ne soit pas une abstraction, qui soit non bloquant, performance et léger. Et les non-goals c'était que ce ne soit pas un driver ni une abstraction. Voilà. Et donc là ce qu'on a fait, ce qui s'est passé, c'est que si vous regardez un peu comment ça marche, le protocole de Postgre, qui est documenté et qui est assez simple à comprendre, c'est en fait, par exemple, quand vous faites une requête, vous envoyez une requête, puis vous avez un résultat qui arrive, un peu comme pour HTTP. Et donc ce qu'on a fait, c'est l'idée qu'on avait d'améliorer les performances en faisant du pipelining avec HTTP, on l'a appliqué à Postgre. Et dans ce cas-là, avec une requête, avec une connexion, je peux envoyer plusieurs requêtes, et donc je vais, de la même manière qu'on avait avant, économiser le temps réseau en fait, et avant d'envoyer ma requête. Et donc ça, c'est un benchmark, donc un petit benchmark que j'écris qui est un peu qui est sur mon GitHub. Et là, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il envoie 5000 requêtes avec un seul thread, simultanées, enfin consécutives à la base de données en fait. Et on voit que, donc en bleu c'est JDBC, en vert c'est le Reactive Client. Et on voit en fait au pipelining level 1, en fait c'est le comportement par défaut, c'est comme si on ne faisait pas de pipelining. On voit que les performances sont assez similaires. Et on voit que, par contre, dès que je passe à 2, 4 ou 8, les performances en pipelining augmentent. Et là, c'était avec quand j'ai fait ce test-là, c'était avec 100 microsecondes de latence entre la requête, entre la base de données et le client, en fait. Quand je suis passé à 1 milliseconde de ping, on voit que les performances augmentent encore plus. Donc ça marche très bien, surtout si vous avez des latences de cet ordre-là. Par contre, le prérequis à savoir, c'est que ce n'est pas magique. Ça marche très bien pour les requêtes qui sont très rapides à exécuter sur le serveur. Si vous avez une requête longue sur le serveur, ce qui va se passer, c'est que les autres requêtes qui sont dans le pipeline, elles vont attendre avant d'être exécutées. Donc des fois, ça peut être moins bon. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas une balle en argent et il faut l'utiliser. Le mieux, c'est de l'utiliser que pour un certain type de requête. Et donc ça marche très très bien. Et donc là, grâce à ça, au round 15 en 2018, donc il y a quelques années, Vertex, en fait, on est devenu premier du benchmark avec ça, en fait. Donc on voit Vertex Postgre premier, et c'était vrai pour tous les trucs de base de données, et donc on était très très contents, très fiers d'avoir, entre guillemets, hacké ou pas, ça.
Une chose intéressante aussi, alors ça c'est CI Java, ça c'est la fameuse CI dont je vous ai parlé un peu avant. Donc aujourd'hui la CI elle est différente forcément puisqu'il y a du temps qui s'est passé. C'est qu'en fait dans la continuous integration, donc des tests, en fait la plupart de tous ceux qui sont au-dessus de Vertex ou en dessous, ils utilisent tous notre client Postgre pour pouvoir avoir les mêmes performances. Non, c'est vrai. Green Lightning utilise. WizardHTTP, ils ont carrément forqué le code dans leur truc. Enfin, WizardHTTP, c'est un framework que personne n'utilise, mais il est plus rapide. Enfin, il est rapide, du coup. Non, il est rapide parce qu'il fait beaucoup. En fait, une chose importante dont je vais pas parler, c'est qu'en fait, il y a aussi je vais le dire maintenant, il y a aussi un trade-off entre est-ce que votre framework il est utilisable ou pas. Et Vertex lui essaye d'avoir le meilleur trade-off entre je veux le meilleur performance, mais je veux quand même avoir un modèle de programmation qui soit puissant et souple et simple à utiliser. Et un truc comme WizardHTTP, lui, il sacrifie en fait une partie de l'ergonomie pour avoir des meilleures performances. Donc nous on essaie d'avoir c'est notre meilleure position, voilà. Et la plupart des autres, il y avait même un Spring Flux PG Client qui traînait par là. Par contre, ce que je vais dire, ce qui est important, c'est que Spring, eux, ne contribuent pas à Tech Empower, c'est d'autres gens qui le font à leur place, donc c'est pas pour dire ils ont essayé de faire ce genre de choses, c'est fait par d'autres personnes et ils ignorent complètement ce benchmark. Voilà, aujourd'hui le Vertex PG Client n'existe plus, et donc dans Vertex, on a ce qu'on appelle le Vertex SQL Client, donc, qui est devenu un peu une abstraction qui n'était pas le but au départ, mais c'est pas grave. Donc le client est toujours réactif, et aujourd'hui on supporte plus de bases de données, donc on supporte Postgre, MySQL, SQL Server, Oracle et DB2. Voilà. Donc, la chose intéressante qui s'est passée à ce moment-là, quand on a eu des super performances, c'est qu'effectivement, sur la mailing list de Tech Empower, donc il y a une mailing list aussi, dans partie de la communauté, des gens ont commencé à se poser des questions de savoir, enfin, comme on est devenu premier partout, les gens ont trouvé ça suspect, ils se sont dit, bon, bah, on va regarder ce qu'ils font, et ils se sont aperçus qu'on faisait du pipelining, en fait. Et comme je vous dis tout à l'heure, il y a des prérequis stricts à Tech Empower qui disent, on n'a pas le droit, par exemple, il y a un test qui fait jusqu'à 20 requêtes d'un coup, mais il est interdit de faire du batching. C'est-à-dire, il est interdit de dire, je fais un prepared statement, et je vais faire un batch avec, en fait. On peut utiliser un prepared statement, mais chaque exécution doit être décorrélée des autres, en fait. Parce qu'un batch, ça optimise, un batch, quand vous allez faire un batch, il va batcher, et puis du coup, il va y avoir qu'un flush qui va être fait, ça va être plus efficace. Ça va être un peu équivalent à faire du pipelining. Et quand on ne fait pas du pipelining et qu'on n'utilise pas du batch, sur les 20 requêtes, pour chaque requête, il doit attendre que la réponse arrive avant d'envoyer la précédente. Donc en fait, avec le pipelining, on arrive à un comportement qui est similaire un peu au batch. Donc les gens commençaient à poser des questions. Et donc par exemple là, ils ont dit, voilà, est-ce que ça c'est pas en contradiction avec le fait que justement on doit faire une requête, une réponse, enfin que chaque requête doit faire un aller-retour complet vers la base de données. Une autre personne a dit la même chose à peu près, mais il a été positif, il a dit « it's a cool feature ». Ensuite, Tech Empower, ceux qui font le benchmark ont parlé en fait, et ils ont dit en fait en résumé, nous pensons que nous allons interdire le pipelining, mais ils ont été positifs, ils ont dit s'il y a plus d'opinions, de gens qui ont des opinions, on voudrait les entendre en fait. Et au final, alors celui-là il dit quoi? Voilà, au final, moi donc à ce moment-là, je me rappelle, j'étais au Riviera Dev à ce moment-là, et c'est à ce moment que ça se passait. D'ailleurs, je donnais un talk sur ça. C'était il y a 3 ans ou 2 ans, je ne sais plus. Et donc en fait, je me disais, c'est bon, c'est mort, on va revenir au truc d'avant, et le pipelining, ça va être interdit en fait. Et en fait, à ma grande surprise, ils ont autorisé le pipelining dans les tests de base de données. Donc ce qui est intéressant, en fait. Voilà, après ils ont dit à la fin ils ont dit oui, nous avons décidé d'autoriser ça et on va le rajouter dans nos prérequis. Voilà.
Voilà donc la petite histoire sur ça. Et donc à la fin, effectivement, maintenant, si vous regardez la règle 7 de je ne sais plus quel prérequis, ils disent maintenant on peut pipeliner le trafic entre l'application et la base de données, comme optimisation au niveau réseau. Et là, effectivement, je ne vais pas dire on a inventé quelque chose, mais parce qu'en fait, dans Redis fait déjà naturellement du pipelining vers la base de données. Donc si Redis le fait, pourquoi pas d'autres. Donc voilà, donc en résumé, rapidement, voilà, je pense qu'il est important, c'est que si vous êtes intéressé par les performances, la JVM, donc c'est vraiment super pour ça. On a des outils géniaux qui donnent plein d'informations, comme aujourd'hui Mission Control et compagnie. J'en ai parlé, c'est un trade-off, voilà, il y a entre l'ergonomie et la performance. Donc comme j'ai dit dans Vertex, on essaie de fournir le meilleur des deux, en fait, d'être un peu à la confluence de la meilleure performance, mais tout en gardant quelque chose de simple et facile à utiliser. Parce qu'écrire des applications non bloquantes, c'est pas facile non plus. Une chose très importante que j'ai apprise, et j'ai écrit un article sur le sujet, c'est qu'en fait, je pense que c'est peut-être même la chose la plus importante que j'ai apprise, c'est qu'en fait, ces protocoles de base de données, en fait, ils ont été écrits il y a 20 ans, dans les années, j'imagine entre les années 80 et 2000, et un peu comme HTTP. Et HTTP, aujourd'hui, on a HTTP2, en fait, qui lui améliore les performances en disant sur une connexion, je vais pouvoir envoyer plusieurs requêtes simultanées en utilisant ce qu'on appelle du multiplexing, donc qui est assez simple à faire. Hein, c'est simplement on envoie des paquets décorrélés et on n'a pas besoin d'attendre d'avoir une réponse pour continuer à utiliser la connexion. En fait. Donc sur une connexion, on peut envoyer 30 requêtes en même temps, en fait, enfin, en concurrente. Et donc ces protocoles, aujourd'hui, le goulot d'étranglement, c'est les protocoles en fait, qui sont toujours en fait, sur le modèle HTTP1. Et donc en fait, si on avait des protocoles multiplexés de bases de données, on n'aurait pas à faire du pipelining, et surtout, on n'aurait pas besoin forcément d'avoir un pool de connexion en fait, parce que vous savez, quand vous configurez l'application, vous devez dire, voilà, si j'ai 100 threads, j'ai tant de connexions, si je augmente le nombre de threads, il faut plus de connexions. Là, on pourrait garder un nombre de connexions suffisamment bas, et garder des bonnes performances. Et donc, oui, le dernier point, c'est Protocol Concurrency Matters. Donc voilà, en fait, c'est ça, c'est quand vous allez regarder, quand vous allez utiliser une base de données, n'importe laquelle, par exemple les bases de données plus récentes, comme les bases de données NoSQL, elles ont des protocoles qui sont plus multiplexés. Intéressez-vous à la concurrence sous-jacente du protocole, parce que c'est ça qui va, à la fin, vous limiter votre application, en fait, et la communication entre votre application et le back-end. Voilà, donc quelques liens vers ça. Je peux peut-être aussi donner une petite update sur Vertex 4 et Tech Empower. En fait, donc, comme j'ai dit, comme j'ai eu ce talk accepté à Devoxx il y a 3 semaines, alors cet été, je voulais faire justement du bencher Vertex 4 et regarder ce que ça donne avec Tech Empower. J'ai pas eu le temps. Et là, comme j'ai eu le talk accepté, les 3 dernières semaines, j'ai passé mon temps à mettre à jour Tech Empower pour Vertex 4. Vertex 4 a été réalisé il y a à peu près un an, un peu moins, en décembre ou novembre 2021. Et jusqu'à la semaine dernière, c'était encore Vertex 3 qui était dans Tech Empower, donc là on l'a mise à jour. Et la mise à jour, c'est que pour le plain text, donc le premier qu'on a vu, c'est toujours à peu près les mêmes performances, on n'a pas dégradé. Et pour la base de données, on a des meilleures performances. Alors on n'est plus numéro 1 parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, je ne vais pas en parler ici, mais il y a beaucoup de choses effectivement, qui font des faux benchmarks et qui font des faux trucs qui sont plus optimisés, donc qui ont des meilleures performances. Mais en ce qui concerne, on est très content de ce qui se passe et de ce qu'on a fait. Voilà, donc j'ai terminé. J'ai même le temps, le luxe de prendre une ou deux questions. Je ne peux pas regarder les slides, ouais, parce que je l'ai collapsé. Donc je vais laisser celui-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je disais que ce n'était pas forcément optimal pour tous les contextes, le pipelining sur la base de données. Est-ce que du coup c'est configurable dans le client? Oui, alors je vais répéter la question. La question c'est, est-ce que le pipelining est adapté à tous les cas et est-ce qu'on peut le configurer dans le client? Alors, au niveau de notre client, on peut activer ou désactiver le pipelining. Il est activé par défaut. Et ensuite, alors dans quel cas c'est intéressant, dans quel cas pas c'est intéressant, je vais répéter ce que j'ai dit avant.
C'est intéressant quand le temps de traitement de la base de données, en général quand le temps de traitement est faible, puisqu'à ce moment-là, le temps réseau va être prédominant, enfin le temps de l'aller-retour va être prédominant par rapport au traitement. Si maintenant j'ai une requête qui prend 4 secondes et que j'ai une milliseconde d'attente, enfin de ça, on voit que la milliseconde par rapport aux 5 secondes, c'est rien du tout. Et au niveau du client, c'est configurable, on peut l'activer ou le désactiver, on peut définir aussi le niveau de pipelining. On peut dire, voilà, je vais pipeliner jusqu'à 10 connexions, jusqu'à 10 requêtes, jusqu'à 16 requêtes, jusqu'à 256, ou une, qui est le comportement sans pipelining, en fait. Et là, ce que je considérais de faire pour bien l'utiliser, c'est de faire 2 pools de connexion, en fait. Un de pool pipeliné pour les requêtes qu'on sait qu'on va vouloir pipeliner, et puis un pool général pour les autres. Après, quand on emprunte une connexion depuis le pool, elle est sortie du pool et donc elle ne va pas être pipelinée à ce moment-là. Donc si par exemple vous avez le pipelining, par exemple, si vous faites une transaction, vous ne voulez pas qu'il y ait des requêtes qui s'insèrent dans la transaction parce qu'il y a une transaction qui a démarré, une transaction qui se termine. Donc voilà. C'est fini. Donc je suis encore à la conférence aujourd'hui et demain, donc si vous avez des questions, vous voulez discuter, je serai disponible. Merci.